Merci la presse d'être présente, ainsi que Berry FM qui procède à une retransmission en direct pour les Saint-Amandois, que je salue, qu'on salue tous. Il y a des pouvoirs, Francis Blondiot, absent, donne pouvoir, me donne pouvoir. Bien. Est-ce que ça marche? Oui. Donc, Francis Blondiot donne son pouvoir, me donne son pouvoir. Yves Puré donne pouvoir à Marie Blasquez. Aurélie n'est pas là. Elle donne son pouvoir à Sophie Cuinière-Martinard. Jennifer Tixier donne pouvoir à Dominique Larduna. Donc, vous n'hésitez pas à bien lever les deux mains pour chaque vote, qu'on puisse comptabiliser. Il faut un secrétaire de séance ou une secrétaire de séance. Y a-t-il un volontaire ou une volontaire? Non. Patrick Bongrand, merci. En divers, nous avons des remerciements pour des manifestations diverses. Nous avons le docteur Mélanie Bacanu, qui est responsable des prélèvements pour Établissement français du sang, qui remercie la ville pour avoir permis les collectes de sang des 7 janvier, 4 février et 3 mars dernier. Il y a également M. Alphonse Jung, président du club pétanque d'Or, qui remercie la ville pour la plantation d'un arbre au terrain de pétanque. Le rapport numéro 1, compte rendu de la séance du conseil municipal du vendredi 6 décembre 2019. Évidemment, ça remonte à loin, tout le monde n'était pas là. Mais on va procéder au vote. Tout le monde a dû recevoir la synthèse. Donc, y a-t-il des abstentions? Monsieur Dominique Larduna pour 2 votes. Y a-t-il des votes contre? Personne, merci. Le rapport numéro 2. C'est le compte-rendu de la séance du conseil municipal d'installation du samedi 23 mai dernier. Même chose. Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre? Non. Merci. Le point numéro 3. Compte-rendu des décisions prises en application de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc, je vous donne lecture des décisions prises depuis le compte-rendu présenté lors de la dernière séance en application de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. En procédure formalisée, acquisition de fournitures et matériaux pour l'entretien des bâtiments communaux. Dans le premier lot, peinture pour bâtiments, protection du bois, revêtements muraux et de sol. Il y avait 15 000 € pour l'entreprise Nuance Barbeau, qui se situe à Bourges. En lot numéro 2, il y avait la brosserie. Pour 2 000 €, c'était Couleur de Tolens à Saint-Doulchard. En lot numéro 3, Bois et Dérives, 10 000 € pour l'entreprise Panneau France de Saint-Doulchard. Lot numéro 4, fourniture de plomberie sanitaire, 30 000 € pour l'entreprise Le Galet, qui est située dans le Calvados à Hérouville-Saint-Clair. Lot numéro 5, fourniture électrique et d'éclairage, 35 000 €, c'est pour l'entreprise Sonépar Sud-Ouest à Saint-Doulchard. Lot numéro 6, quincaillerie-outillage, 25 000 €, l'entreprise Le Galet à Hérouville-Saint-Clair. Lot numéro 7, en métallurgie, il y a 10 000 € pour l'entreprise Martin Rondeau-Eulin à Châteauroux. Lot numéro 8, fourniture de gros œuvres, 30 000 € pour l'entreprise BMCE, C.P. à Orléans. En procédure adaptée, il y a eu l'achat d'un tracteur pour nos services à 63 900 € à l'entreprise, aux établissements Moreau. Le tracteur a été livré cette semaine. Et une épareuse, c'est pour faucher l'herbe, qui s'adapte sur le tracteur, à 34 860 €, qui a été achetée à l'entreprise Noremat de la commune de Ludre dans le 54. Prestation de services et de communication, le lot numéro 1 en téléphonie fixe, c'était l'entreprise SFR qui a eu le marché pour 110 000 €. La téléphonie mobile, c'est un groupement avec la communauté de communes, c'est l'entreprise Bouygues Télécom qui a eu le marché pour 48 000 €. Ensuite, création d'un espace de restauration à l'école Mallard. Lot numéro 1, désamiantage des plombages, c'est ABC Environnement
il y a une erreur, ABC Environnement pour 19 949,25 €, entreprise de Saint-Amand. Le lot numéro 2, gros œuvre, c'est l'entreprise Bouba pour 61 961,23 €. Le lot numéro 3, les menuiseries, c'est Maluré Bois Métal, qui est situé dans le 03 I Grande pour 15 034,33 €. Le lot numéro 4, plâtrerie, isolation, peinture, c'est la Sogem Mazé pour 44 000 €. Le lot numéro 5, plomberie, chauffage sanitaire, c'est l'entreprise Gilardet de Saint-Amand pour 30 790 €. Le lot électricité, numéro 6, c'est Facéo FM Centre-Ouest d'Orléans pour 41 389 €. Le lot numéro 7, carrelage faïence, c'est l'entreprise SBCR de Bourges pour un montant de 22 000 €. Le lot numéro 8, revêtement de sol souple, c'est Couleur déco de la Châtre, 7 485,10 €. Équipement de cuisine, c'est Euromat 18 de Saint-Douchard pour 25 500 €. Le lot numéro 10 a été annulé, c'était le mobilier. La réfection du cours manuel, donc 476 020 €,25 €, c'est le groupement CETEC TTR à Bois-Chaud-TP d'Orval. Donc les travaux vont recommencer sur le cours manuel. Et je vous confirme que les arbres ne seront pas arrachés ou coupés. Acte modificatif, transport urbain. Acte modificatif numéro 1 pour l'entreprise STI Centre de Bourges. Augmentation du montant du circuit journalier de 11,46 € hors taxe. C'est l'intégration d'un point d'arrêt de Pépita à la gare de Saint-Amand-Montrond, Orval, et mise en place de nouveaux horaires. En don, il y a une acceptation d'un don de Madame Basset d'une maquette représentant un paysage rural d'une valeur de 250 €. Ensuite, sujet suivant, les demandes de subvention. Demande de subvention de 14 400 € pour l'acquisition d'instruments et de matériel musical auprès du conseil départemental. Demande de subvention de 15 000 € pour le fonctionnement de l'école de musique auprès du conseil départemental. Demande de 2 subventions dans le cadre de la rénovation des établissements d'accueil de jeunes enfants. Réfection complète de la maison de la petite enfance pour un montant de 49 040,38 € à l'État, c'est la DETR. La DETR, c'est la dotation d'équipement des territoires ruraux, et 80 000 € au conseil départemental. Demande de subvention de 8 846,48 € pour l'installation de 4 caméras au sein du quartier prioritaire du Vernet au titre de la DETR. Demande de subvention de 544 € pour l'acquisition de mobilier pour enfants et matériel pédagogique auprès de la CAF du Cher. Demande de subvention de 5 052 € pour la rénovation de la grande salle d'activité du département famille auprès de la CAF. Demande de 3 subventions dans le cadre de l'aménagement de l'îlot des Carmes, 190 408,10 € au conseil départemental, 18 286 € au titre du CRST. Le CRST, c'est le contrat régional de solidarité territoriale, et 34 969,03 € au titre de la DETR. Demande de subvention de 10 594 € au titre du CRST pour la mise en place d'un plan de gestion différencié des espaces verts. Aliénation. Donc il y a la vente d'un smartphone pour un montant de 53,94 €. Il y a la vente d'un véhicule de tourisme, c'est le véhicule C6 pour un montant de 2 550 €. Vente d'un bureau en bois pour un montant de 20 €. Vente de 4 pneus pour un montant de 100 €. Ces décisions ont été prises dans l'ancien conseil municipal. En régie, décision modifiant la régie d'avance du centre d'entraînement cycliste Pôle Espoir. Décision modifiant la régie de recettes de la bibliothèque municipale Isabelle Gaudin des Audenay. Décision modifiant la régie d'avance pour les frais de transport et d'affranchissement postal. Décision modifiant la régie de recettes pour les locations de salles de matériel. Décision modifiant la régie de recettes du musée Saint-Vic. Décision modifiant la régie de recettes publicitaires. Décision modifiant la régie de recettes pour les spectacles à la pyramide de l'Or. Décision portant suppression de la régie de recettes du site de Virlet. Décision portant suppression de la régie d'avance instituée pour les chèques cadeaux émis par la ville. Et décision portant création de la régie de recettes du service à la population.
décision instituant une régie de recettes et d'avances pour le guichet unique et décision instituant une sous-régie de recettes pour le guichet unique. Donc là, il n'y a pas de vote, c'est juste à acter. Y a-t-il des questions ? Je n'en vois pas. On passe au rapport 4. Nora. Ah, avec le contre-jour, je ne te vois pas. Vas-y, je t'en prie. Rapport numéro 4. Arrêté préfectoral d'autorisation environnementale pour l'exploitation de l'abattoir multi-espèces et de l'atelier de découpe de la ville. Dans le cadre d'une demande d'autorisation environnementale, la SAS Abattoir Berry-Bocage a déposé le 30 octobre 2018 et complété le 28 février 2019 à la préfecture du Cher un dossier de demande d'autorisation pour l'exploitation d'un abattoir multi-espèces et d'un atelier de découpe attenant à cet abattoir sur la commune de Saint-Amand-Montrond. Par arrêté préfectoral numéro 2019-1346 en date du 31 octobre 2019, Madame la préfète du Cher a prescrit une enquête publique qui s'est déroulée du lundi 2 décembre 2019 au mercredi 8 janvier 2020. Par arrêté préfectoral d'autorisation environnementale numéro 2020-0278 en date du 3 avril 2020, la préfecture a considéré que les conditions légales de délivrance de l'autorisation étaient réunies. Le conseil municipal prend acte de la décision prise par la préfecture. Voilà, c'est juste à acter. Il peut y avoir des questions. Y en a-t-il ? Je n'en vois pas, je vous remercie. Le rapport numéro 5, Geoffroy, s'il te plaît. Ça marche ? Vous m'entendez ? Oui, impeccable. Donc là, on va passer 2 points sur les TLPE. Rapport numéro 5, abattement de la taxe locale sur la publicité extérieure, TLPE 2020. En date du 29 mars 2019. Attendez, oui, pardon, excusez-moi. En date du 29 mars 2019, le conseil municipal a voté les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2020. La situation sanitaire actuelle et son impact sur l'économie ont poussé le gouvernement à proposer des mesures exceptionnelles quant à la fiscalité. En effet, l'ordonnance numéro 2020-460 du 22 avril 2020 permet aux collectivités qui le souhaitent de procéder à un abattement compris entre 10 et 100% de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2020. Depuis le mois d'avril, des afficheurs et entreprises ont manifesté par courrier leur besoin d'être accompagnés financièrement dans cette période de crise via un abattement de la TLPE pour l'année 2020. Aussi, afin de soutenir les acteurs économiques du territoire, un abattement de 30% sera appliqué à l'ensemble des redevables. Il est demandé au conseil municipal de valider un abattement de 30% pour l'ensemble des redevables, d'autoriser monsieur le maire à signer les documents à intervenir. Y a-t-il des questions ? Je n'en vois pas, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions de Dominique Larduna ? Y a-t-il des votes contre ? Non, merci. Rapport numéro 6. Tarif 2021 de la taxe locale sur la publicité extérieure TLPE. En date du 26 juin 2009, le conseil municipal a pris une délibération relative à la taxation des dispositifs publicitaires, des enseignes et pré-enseignes. Le 24 juin 2011, le conseil municipal a voté la réduction de 50% pour les superficies totales supérieures à 7 mètres carrés et inférieures ou égales à 12 mètres carrés. Par mail en date du 31 janvier 2020, la préfecture demande aux collectivités de fixer des tarifs applicables sur leur territoire, établis conformément aux articles L 2333-9, L 2333-10 et L 2333-12 du Code général des collectivités territoriales avant le 1er juillet 2020 pour une application en 2021. Suite à l'ordonnance numéro 2020-330 en date du 25 mars 2020, article 9. La date limite de fixation des tarifs est reportée au 1er octobre 2020. Les articles L 2333-9 et L 2333-10 du Code général des collectivités territoriales servent de référence pour la détermination des tarifs. L'article L 2333-12 du CGCT, quant à lui, précise que les tarifs de la TLPE
sont relevés chaque année dans une proportion égale ou taux de croissance de l'indice des prix de la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Toutefois, lorsque les taux ainsi obtenus sont des nombres avec 2 chiffres après la virgule, ils sont arrondis à la dizaine de centimes d'euros la plus proche. Ils sont par ailleurs plafonnés. Il a été convenu que malgré l'augmentation possible de 1,5%, les tarifs de 2019 maintenus en 2020 le soient également en 2021, afin de ne pas pénaliser les commerçants, entreprises et afficheurs du territoire. Par conséquent, en application de ces dispositions, les tarifs appliqués en 2021 par mètre carré et par an s'élèveront à... Donc vous avez un tableau qui redonne les surfaces et les enseignes. Donc une enseigne, par exemple, sur des surfaces de 7 mètres carrés à 12 mètres carrés, sera appliqué un taux de 7,90 € par mètre carré. Évidemment, plus la surface augmente, plus les taux sont importants. Pour terminer, moi, je voulais que je vous fasse la lecture de tout, mais donc pour les plus importantes, des superficies donc, supérieures à 50 mètres carrés, vous avez un premier taux, donc superficie inférieure ou égale à 50 mètres carrés, 47,10 € du mètre carré, supérieur à 50 mètres carrés, grosso modo ça touche principalement les enseignes de grande distribution, 94,20 € du mètre carré. Il est demandé au conseil municipal d'appliquer les tarifs énoncés ci-dessus au 1er janvier 2021, envoyés par la synthèse du jeudi 25 juin 2020, et d'autoriser monsieur le maire à signer les documents à intervenir. Merci. Y a-t-il des remarques, des questions? Marie? À quel moment vous allez appliquer les 30% d'abattement? Parce que là, les tarifs sont ceux qui étaient en vigueur jusqu'ici. Donc, vous allez les appliquer au moment où vous allez envoyer les demandes de cotisation ou pas? Vous parlez d'un abattement de 30%. Les 30%, c'est sur la TLPE oui. 2020, donc de cette année. Et là, le deuxième point, c'était les tarifs de la TLPE 2021, donc de l'année prochaine. Ok, d'accord. Très bien. Ok, rapport numéro 7. Catherine... le vote, pardon. Y a-t-il des abstentions? J'en vois 2. Dominique Larduna. Y a-t-il des votes contre? Non. Merci. Rapport numéro 7. Catherine Piréa. Convention de partenariat entre la ville et l'association Berry Gospel. L'association Berry Gospel, fondée en 2018, organise chaque année un festival dédié aux musiques gospel. Elle propose un partenariat avec l'école musicale de musique pour la promotion du festival, un soutien artistique et technique, une aide logistique et enfin un accueil des élèves de l'établissement. Pour la 2e édition du festival programmée du 4 au 6 décembre 2020, l'association sollicite un soutien financier auprès de la ville. Une convocation est proposée afin de définir les conditions dans lesquelles la ville apporte son soutien aux activités d'intérêt général que l'association entend poursuivre conformément à ses statuts. Elle fixe les droits et obligations de l'association dans l'utilisation des fonds publics et des moyens matériels qui lui sont mis à disposition par la ville. Il est demandé au conseil municipal de valider la convention et d'autoriser monsieur le maire à la signer ainsi que tout document s'y rapportant. Y a-t-il des questions ou des remarques? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Non. Y a-t-il des votes contre? Non. Adopté, merci. Rapport numéro 8, Raphaël Fossé. Convention de partenariat entre la ville et l'association L'Union Musicale. L'association L'Union Musicale est un orchestre d'harmonie établi à Saint-Amand-Montrond, fêtant en 2020 son centenaire. Elle établit un partenariat conséquent avec l'école de musique. En effet, l'orchestre est intégré à l'enseignement de l'école. À ce titre, il est dirigé par le professeur chargé de la direction de l'orchestre. Par ailleurs, l'association entretient des liens étroits avec les villes jumelles de Saint-Amand-Montrond à travers les échanges musicaux et parrainages entre musiciens, témoignages vivants du langage universel que constitue la musique entre les femmes et les hommes. Une convention est proposée afin de définir les engagements liés au partenariat établi avec l'école municipale de musique de Saint-Amand-Montrond, ainsi que les conditions d'attribution de la subvention en soutien aux activités d'intérêt général que l'association entend poursuivre conformément à ses statuts. Elle fixe les droits et obligations de l'association
dans l'utilisation des fonds publics et des moyens matériels qui lui sont mis à disposition par la ville. Il est donc demandé au conseil municipal de valider la convocation envoyée avec la synthèse le jeudi 25 juin 2020 et d'autoriser monsieur le maire à la signer ainsi que tout document s'y rapportant. Valider la convention. Ok. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je n'en vois pas. On passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Rapport numéro 9. Élection des membres de la commission d'appel d'offres. Conformément à l'article L1414-2 du Code général des collectivités territoriales, modifié par l'ordonnance numéro 2015-899 du 23 juillet 2015, pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure au seuil européen, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L1411-5. Cette commission est composée du maire ou de son représentant, président, et de 5 membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé selon les mêmes modalités à la désignation de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires, soit 6. L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Une liste est proposée au vote. Président Emmanuel Riotte, maire. Représentant du maire en tant que président, Francis Blondiot. 5 titulaires, Jacqueline Champion, Geoffroy Cantat, Jean-Claude Launay, Marie-Isabelle Mialot, Jennifer Tixier. 6 suppléants, Jean-Pierre Potser, Didier Devassine, Lionel Delhomme, Patrick Bongrand, Marie Blasquez, Dominique Larduina. Il est demandé au conseil municipal de valider la mise en place d'une commission d'appel d'offres à caractère permanent, d'élire les membres de la commission d'appel d'offres. Y a-t-il des questions, des remarques? Je n'en vois pas. Nous allons passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des votes contre? Adopté, merci. Élection des membres de la commission de délégation de services publics. Conformément à l'article L1411-5 du Code général des collectivités territoriales, les communes de plus de 3500 habitants doivent, dans le cadre de la procédure de délégation de services publics, élire la commission qui sera chargée d'ouvrir les plis et d'analyser les offres des candidats. Cette commission est composée du maire ou de son représentant, président, et de 5 membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. L'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires a lieu selon les mêmes modalités. Une liste est proposée au vote. Président Emmanuel Riotte, maire. Représentant du maire en tant que président, Francis Blondiot. 5 titulaires, Jacqueline Champion, Geoffroy Cantat, Jean-Claude Launay, Marie Blasquez, Dominique Larduina. 6 suppléants, Jean-Pierre Potser, Didier Devassine, Lionel Delhomme, Patrick Bongrand, Claudette Gaudin et Jennifer Tixier. Délégation de services publics, c'est pour le camping, le cinéma et la Somarep qui gère les marchés. Donc il est demandé au conseil municipal d'élire les membres de la commission de délégation de services publics. Y a-t-il des questions ou des remarques? Je n'en vois pas. Nous passons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non, je vous remercie. Élection des membres de la commission des finances. Le rapport 11. Conformément à l'article L2121-22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut former des commissions chargées d'étudier les questions soumises à l'assemblée délibérante. Elles sont composées exclusivement de conseillers municipaux. La composition de ces commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. Le maire en est président de droit. Une liste est proposée au vote. Président Emmanuel Riotte, maire. 6 titulaires, Francis Blondiot, Jean-Claude Launay, Jacqueline Champion, Didier Devassine, Marie Blasquez, Dominique Larduina. Il est demandé au conseil municipal d'élire les membres de la commission des finances. Y a-t-il des questions? Non. Donc nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non. Merci. Rapport numéro 12, Jean-Claude Launay. Élection des membres de la commission travaux et urbanisme. Conformément à l'article L 2121-22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut former des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil. Elles sont composées exclusivement de conseillers municipaux. La composition de ces commissions doit respecter le principe
de la représentation proportionnelle. Le maire en est président de droit. Une liste est proposée au vote. Président Emmanuel Riotte, maire, 6 titulaires. Francis Blondiot, Jacqueline Champion, Geoffroy Cantat, Jean-Claude Launay, Claudette Godin, Jennifer Tixier. Il est demandé au conseil municipal d'élire les membres de la commission des travaux et urbanisme. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je n'en vois pas. Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Non. Y a-t-il des votes contre? Non. Merci. Rapport numéro 13, Isabelle Chaput. Élection des membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, CCAS. Conformément à l'article L123-6 du Code de l'action sociale et des familles, le Centre communal d'action sociale est géré par un conseil d'administration présidé de droit par le maire et composé à parité d'élus municipaux, en plus du maire, et de membres issus de la société civile. Le conseil municipal doit procéder, dans les 2 mois à compter de son renouvellement, à l'élection en son sein de ses nouveaux membres. Au préalable, le conseil municipal doit déterminer le nombre de membres de ce conseil d'administration. Le 4 avril 2014, le nombre d'administrateurs avait été fixé à 15. Les représentants du conseil municipal sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les représentants de la société civile sont nommés par arrêté du maire. Une liste est proposée au vote. Président, Emmanuel Riotte, maire. 7 titulaires. Isabelle Chaput, Nora Anglade, Philippe Marme, Marie-Claire Lézire-Bonin, Malika Lachab, Yves Puré, Jennifer Tixier. Il est demandé au conseil municipal de fixer le nombre d'administrateurs à 15, d'élire les 7 membres du conseil d'administration du CCAS. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je n'en vois pas. Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non. Adopté, merci. Rapport numéro 14, Pauline Bertolome. Élection des membres des conseils d'administration des collèges Jean Moulin et Jean Valette. Conformément à l'article R420-33 du Code de l'éducation, les représentants des collectivités territoriales sont désignés par l'Assemblée délibérante. Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il convient d'élire un membre titulaire et un membre suppléant au conseil d'administration du collège Jean Valette et du collège Jean Moulin. Une liste est proposée au vote. Conseil d'administration du collège Jean Valette. Titulaire Sophie Cuinière-Martina. Suppléant Pauline Bertolome. Conseil d'administration du collège Jean Moulin. Titulaire Sophie Cuinière-Martina. Suppléant Pauline Bertolome. Il est demandé au conseil municipal d'élire les membres du conseil d'administration du collège Jean Valette et d'élire les membres du conseil d'administration du collège Jean Moulin. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je n'en vois pas. Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non, je vous remercie. Délibération numéro 15, Jean-Pierre Potser. Élection des membres du conseil d'administration des lycées Jean Moulin et Jean Guémenou. Conformément à l'article R421-33 du Code de l'éducation, les représentants des collectivités territoriales sont désignés par l'Assemblée délibérante. Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il convient d'élire 2 membres titulaires et 2 membres suppléants au conseil d'administration du lycée d'enseignement général et technologique, du lycée professionnel Jean Moulin et du lycée professionnel Jean Guémenou. Une liste est proposée au vote. Conseil d'administration du lycée d'enseignement général technique Jean Moulin. 2 titulaires, Sophie Cuinière-Martina et Jean-Pierre Potserve. 2 suppléants, Pauline Bertolome, et Benjamin Morini. 2 conseil d'administration du lycée professionnel Jean Moulin, 2 titulaires, Sophie Cuinière-Martina et Jean-Pierre Potserve, 2 suppléants, Pauline Bertolone et Benjamin Morini. 3 conseil d'administration du lycée professionnel Jean Guémenou, 2 titulaires, Sophie Cuinière-Martina et Jean-Pierre Potserve, 2 suppléants, Pauline Bertolone
et Benjamin Morini. Il est demandé au conseil municipal d'élire les membres du conseil d'administration du LEGT Jean Moulin, d'élire les membres du conseil d'administration du lycée professionnel Jean Moulin, d'élire les membres du conseil d'administration du lycée professionnel Jean Guénaud. Bien, on va voter en une fois. Y a-t-il des remarques? Non. Nous procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je n'en vois pas, je vous remercie. Rapport numéro 16, Sophie Cuinière-Martina. Élection d'un membre au conseil d'administration et au conseil d'établissement de l'école privée Saint-Joseph Jeanne d'Arc. Conformément à l'article L. 2122-25 du Code général des collectivités territoriales, le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein des organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par ce code et les textes régissant ces organismes. Il convient d'élire un membre titulaire au conseil d'administration et au conseil d'établissement de l'école privée Saint-Joseph Jeanne d'Arc. Il est proposé d'élire Madame Sophie Cuinière-Martina. Il est donc demandé au conseil municipal d'élire le membre au conseil d'administration et au conseil d'établissement de l'école privée Saint-Joseph Jeanne d'Arc. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Nous procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non, merci. Rapport numéro 17, Raphaël Fossé. Mesures d'indemnisation des élèves inscrits aux écoles municipales d'art et de musique. Les mesures nationales mises en œuvre contre la pandémie de Covid-19 ont eu pour impact la fermeture des établissements d'enseignement. En conséquence, les écoles municipales d'art et de musique ont été fermées au 17 mars 2020 et jusqu'à la prochaine rentrée scolaire. Monsieur le maire souhaite dédommager les familles pour le service non fait et inciter celles-ci à se réinscrire à la prochaine rentrée scolaire. La période de fermeture de mars à juin représente 4 mois parmi les 10 que compte l'année scolaire. Aussi, il est porté au conseil municipal de valider le principe d'indemnisation à hauteur de 40%, applicable distinctement à chacune des écoles dans les conditions suivantes. Sous forme d'avoir déductible sur inscription 2020-2021 pour les élèves se réinscrivant dans l'école municipale concernée, ou sous forme de chèque cadeau Cœur de France pour les élèves ne se réinscrivant pas à la rentrée 2020-2021 dans l'école municipale concernée. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je n'en vois pas. Nous procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non, merci. Rapport numéro 18, Florence Combe. Modification de l'organigramme fonctionnel. Modification de l'organigramme fonctionnel. Monsieur le maire souhaite modifier l'organigramme fonctionnel des services municipaux comme suit. Direction générale, suppression du poste du directeur général adjoint. Ce poste n'a pas été pourvu depuis sa création. Cabinet, rattachement du service Cité de l'Or. L'objectif de la nouvelle équipe municipale est de reprendre en main ce site, notamment en assurant une supervision directe de la prospection commerciale qui sera menée par un chargé de mission nommé à cet effet. Rattachement de la maison de service au public. Département des affaires générales. Ajout de l'équipe cimetière qui ne figurait initialement pas, mais qui relevait bien de ce département. Retrait du service suivant, assurance, transport et fourniture. Ce service gérant notamment les transports scolaires, il sera rattaché au département famille. Retrait de la maison de service au public. Département aménagement et patrimoine. Rattachement du service accessibilité, santé et sécurité à la responsable du département. Rattachement du service sport et de l'équipe Pôle Espoir cycliste. L'entretien des équipements sportifs est assuré au sein du dit département et les manifestations sportives sont mises en œuvre en lien avec le centre technique municipal. Département Arts, Culture et Patrimoine. Ajout de l'équipe de la forteresse de Montrond qui ne figurait initialement pas mais qui relevait bien de ce département. Ajout du service Archives. Retrait du service Cité de l'Or qui sera rattaché au cabinet. Département Famille. Ajout du service Assurance, Transport et Fourniture. Ajout des 2 guichets uniques qui ne figuraient initialement pas, mais qui relevaient bien de ce département.
Le centre de loisirs, les écoles primaires et élémentaires, la cantine scolaire, les activités périscolaires, le centre d'éducation routière municipale et l'entretien ménager des bâtiments communaux figuraient initialement sous la forme d'une liste dans un encadré. Aussi, pour une meilleure lisibilité, Monsieur le maire propose de faire figurer le centre de loisirs et la cantine scolaire comme étant des services et les autres activités précitées sous forme d'équipes distinctes. Retrait du service action sociale. Le CCAS étant une entité juridique autonome, il n'a pas à figurer sur l'organigramme des services municipaux. Fonction support. La direction des ressources humaines et les finances publiques, commandes publiques, apparaissaient comme étant des services afin de mieux prendre en considération la technicité de leur mission et leur degré de responsabilité. Monsieur le maire propose de les faire figurer en tant que départements distincts. L'avis du comité technique a été rendu sur ce point lors de sa séance du 19 juin 2020. Il est demandé au conseil municipal de valider l'organigramme fonctionnel des services municipaux et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document s'y rapportant. Bien, y a-t-il des remarques ou des questions? Je n'en vois pas. Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non. Je vous remercie. Rapport numéro 19, Marie-Claire Bonin. Rapport numéro 19. L'intégration de nouveaux cadres d'emploi au sein du régime indemnitaire RIFSEP des agents municipaux. Pour rappel, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, RIFSEP, fut mis en place au sein de la collectivité à partir du 1er janvier 2018. Au moment de la mise en place du RIFSEP, le cadre d'emploi des animateurs territoriaux n'était pas représenté au sein de la collectivité. Or, il convient à présent d'intégrer le cadre d'emploi précité au RIFSEP dès lors qu'un agent sera nommé sur celui-ci à la suite de sa réussite au concours. Par ailleurs, le décret numéro 2020-182 du 27 février 2020 modifie le tableau annexé au décret numéro 91-875 du 6 septembre 1991 qui établit les équivalences avec la fonction publique de l'État des différents cadres d'emploi de la fonction publique territoriale afin de mettre en œuvre les dispositions relatives au principe de parité en matière indemnitaire. En d'autres termes, il actualise ce tableau afin que celui-ci soit cohérent avec les évolutions du cadre statutaire et indemnitaire. Il procède également à la création d'une deuxième annexe permettant aux cadres d'emploi non encore éligibles au RIFSEP de pouvoir en bénéficier en se référant provisoirement à des corps équivalents de l'État bénéficiant déjà de ce régime indemnitaire. Par conséquent, il convient de déployer le RIFSEP pour les cadres d'emploi suivants présents au sein de la collectivité: techniciens territoriaux, ingénieurs territoriaux, éducateurs territoriaux de jeunes enfants. Pour chaque cadre d'emploi, un plafond annuel d'IFSE maximal est déterminé pour les différents groupes de fonctions, dans la limite des plafonds annuels maximum appliqués dans la fonction publique d'État et en cohérence avec les autres cadres d'emploi de même catégorie. L'avis du comité technique a été rendu lors de sa séance du 19 juin 2020 sur l'intégration du cadre d'emploi des animateurs territoriaux au RIFSEP à compter du 6 juillet 2020, le déploiement des nouveaux cadres d'emploi au RIFSEP à compter du 1er août 2020. Il est demandé au conseil municipal de valider l'intégration du cadre d'emploi des animateurs territoriaux au RIFSEP à compter du 6 juillet 2020, de valider le déploiement des nouveaux cadres d'emploi au RIFSEP à compter du 1er août 2020, selon les modalités ci-dessus, d'inscrire les crédits correspondants au budget, d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents s'y rapportant.
Merci, cela nous permettra de mieux indemniser nos agents. Y a-t-il des questions ou des remarques? Je n'en vois pas. Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non, merci. Rapport numéro 20, Didier Devassine. Versement d'une prime exceptionnelle liée à la crise sanitaire. Le décret numéro 2020-570 du 14 mai 2020 prévoit l'instauration d'une prime exceptionnelle afin de prendre en compte le surcroît manifeste de travail accompli par les fonctionnaires durant la période d'urgence sanitaire pour assurer la continuité des services publics. Les bénéficiaires, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public en présentiel ou en télétravail. Conditions. Sont considérés comme particulièrement mobilisés les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail. Les modalités d'attribution. La détermination de critères d'attribution. Outre l'importance du surcroît d'activité, d'autres critères exposés ci-après furent retenus afin d'élargir le public potentiellement concerné par la prime exceptionnelle. Le contact avec le public, l'exposition à la Covid-19, la mobilisation physique et régulière, la mobilisation dans la sortie du confinement. L'institution de 3 taux. Le montant de cette prime forfaitaire est modulable comme suit, notamment en fonction de la durée de la mobilisation des agents. Taux numéro 1, 330 €. Taux numéro 2, 660 €. Taux numéro 3, 1000 €, soit le plafond de la prime exceptionnelle. La prime exceptionnelle est exonérée de l'impôt sur le revenu, ainsi que de la totalité des cotisations et contributions sociales, tant pour les agents que pour les employeurs. Il convient de préciser que la prime est proratisée en fonction du temps de travail. La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique qui pourra être effectif sur le mois de juillet. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à fixer par arrêté les bénéficiaires parmi ceux définis par le décret susmentionné dans le respect des modalités d'attribution ci-dessus. Définir le montant alloué à chaque bénéficiaire dans la limite des plafonds précités. Inscrire les crédits nécessaires au budget. Merci. Y a-t-il des remarques ou des questions? Dominique? Oui. Donc, concernant cette prime, j'aimerais savoir d'abord combien d'agents de la mairie de Saint-Amand sont concernés. A priori, ça ne figure pas. Et puis ensuite, c'est personnel, mais je pense que le fait de moduler, c'est pas forcément quelque chose qui soit accepté par une partie du personnel, en tout cas auprès de ceux auprès de qui j'ai pu parler. Et donc, voilà, je m'abstiendrai sur cette prime, je ne voterai pas contre, évidemment, mais j'aurais souhaité qu'elle puisse être versée intégralement à l'ensemble des salariés. Alors, on avait défini des critères, parce qu'en fait, il était compliqué de donner 1000 € à tout le monde. Il y a des agents qui ont travaillé tous les jours, il y en a qui étaient en télétravail, il y en a qui ont eu des missions ponctuelles. Il y a 58 agents sur 240 qui bénéficieront de cette prime pour un montant total de 32 100 €. Y a-t-il d'autres remarques? Nous procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? 2. Dominique Larduina. Y a-t-il des votes contre? Non. Merci. Rapport numéro 21, Philippe Marme. Pardon. Modification du tableau des effectifs et emplois saisonniers. Petit 1. Suite à des modifications intervenues dans les services, il convient de mettre à jour le cadre des emplois en ajustant les effectifs aux besoins réels de la collectivité. En suppression de postes, un poste de directeur général adjoint, poste non pourvu. Un poste d'attaché hors classe, en détachement. Un poste d'adjoint administratif en fin de contrat. 8 postes d'adjoint technique, départ en retraite, fin de contrat, nomination stagiaire, réussite concours, intégration autres fonctions publiques.
un poste d'adjoint du patrimoine en fin de contrat, un poste de professeur d'enseignement artistique de classe normale à 7h30 par semaine, modification du volume horaire. En création de postes, nous avons un poste de collaborateur de cabinet en recrutement, un poste de rédacteur principal de 2e classe réussite au concours, un poste de rédacteur promotion interne, 4 postes d'adjoint administratif principal de 2e classe avancement de grade, un poste de technicien en recrutement, 3 postes d'agent de maîtrise promotion interne, 4 postes d'adjoint technique principal de 2e classe avancement de grade, un poste d'adjoint technique à 31h30 par semaine en recrutement, un poste d'attaché de conservation du patrimoine en recrutement, un poste de professeur d'enseignement artistique de classe normale à 12h30 par semaine, modification du volume horaire, un poste d'auxiliaire de puériculture principal de 1re classe, avancement de grade, un poste d'ATSEM principal de 1re classe, avancement de grade, un poste d'animateur, réussite concours, et un poste d'adjoint d'animation principale de 2e classe, avancement de grade. Ce qui nous fait 13 suppressions de postes pour 22 créations de postes. À noter que les créations de postes concernant les avancements de grade et les promotions internes sont anticipées, dans l'attente des résultats de la commission administrative paritaire spéciale. Les suppressions de postes seront réalisées a posteriori. L'avis du comité technique a rendu lors de la séance du 19 juin 2020 sur les suppressions de postes. Petit 2. Emploi saisonnier. Pour permettre d'assurer la continuité du service public pendant les périodes des congés et pour des services ponctuels, il convient de créer des emplois saisonniers. Conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment son article 3, ces recrutements sont effectués pour une période de 6 mois maximum. Pour la période du 3 juillet au 30 septembre 2020, il est proposé de prévoir 8 postes pour les différents services. Ces services seront recrutés sur des postes d'adjoint technique territorial. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à modifier le tableau des effectifs comme énoncé ci-dessus et créer ces emplois saisonniers. Merci. Merci. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je n'en vois pas. Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Dominique Larduna 2. Y a-t-il des votes contre? Non. Merci. Rapport numéro 22. Recouvrement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Une convention de rupture conventionnelle fut conclue entre un agent municipal et la ville de Saint-Amand-Montrond en date du 25 février 2020. Conformément à l'article 6 du décret numéro 2019-1593 du 31 décembre 2019, relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique. Le droit de rétractation s'exerce dans un délai de 15 jours francs qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle. Dans le cas échéant, le droit de rétractation expirait le vendredi 13 mars 2020. Toutefois, sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance numéro 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai de rétractation fut suspendu par l'entrée en vigueur des dispositions susmentionnées. Par conséquent, monsieur le maire souhaite exercer son droit de rétractation entraînant l'annulation de la rupture conventionnelle, le placement de l'agent dans sa situation antérieure et le remboursement des sommes perçues. Il est demandé au conseil municipal de m'autoriser à engager des démarches nécessaires au recouvrement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et de signer tous les documents s'y rapportant. Y a-t-il des questions? Marie. Oui, donc ce rapport, nous ne l'avions pas là, on n'avait pas cette page, on avait une page concernant qui était inclue dans le DOB. Donc effectivement, à ma grande surprise, j'ai lu que c'était l'ancien conseil municipal qui avait voté cette rupture conventionnelle. Donc
j'aimerais dire qu'en tant que conseiller municipal, je pense qu'à l'époque où on en faisait partie, un certain nombre d'entre nous, personne n'a été contacté concernant cette rupture conventionnelle. Donc je voudrais bien savoir, bon, elle a été signée évidemment par le maire sortant, forcément, mais je suis un petit peu surprise que ça ne soit pas passé en conseil municipal, même si effectivement nous étions dans une période de crise sanitaire, certes, mais voilà, personne n'a été contacté. Donc je voulais quand même préciser ce point, parce que ce n'est pas l'ancien conseil municipal qui a voté ça, c'est l'ancien maire, effectivement. Et en ce qui me concerne, effectivement, de toute façon, j'aurais voté contre, parce qu'en tant que chef d'entreprise, je sais l'impact qu'une telle rupture conventionnelle et un tel montant peut avoir sur un budget. Voilà. Je tenais à préciser simplement ce point. Merci. Merci, Marie. Donc, Dominique. Oui, moi, c'est pas sur le fond, c'est sur la forme. Parce que il y a pour moi un risque. Donc il va falloir certainement prendre un avocat pour faire reconnaître donc le droit de rétractation, qui est donc de 15 jours francs suivant la signature de la rupture conventionnelle, qui est donc le 25, si je ne me trompe pas, 25 février, plus 15 jours francs. Moi, j'alerte le conseil municipal sur le risque que ça fait prendre concernant le fait de ne pas avoir gain de cause. Alors, il y a peut-être des choses que je ne sais pas, et certainement d'ailleurs, peut-être des éléments que je n'ai pas. Mais en ce qui me concerne, je ne voterai pas pour, parce que je pense que ça fait prendre un risque supplémentaire financier au conseil municipal, puisque si on perd, évidemment, il y a à payer l'avocat notamment. Donc voilà notre position. Dominique, nous avons déjà un avocat qui étudie cette situation et nous n'allons pas à l'aventure. Donc après, effectivement, ce sera tribunal administratif, ça peut être long, mais entre les frais d'un avocat et 60 000 € à récupérer qui ont été versés indûment, donc nous allons dans cette démarche. D'autres remarques ? Non. Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions ? Dominique Larduna 2. Y a-t-il des votes contre ? Non. Merci. Rapport numéro 23. Florence Combe. Rapport annuel d'activité 2019. Société Fréry et Monève. La loi Mazot numéro 95-127 du 8 février 1995, modifiant la loi Sapin numéro 93-122 du 29 juin 1993, ainsi que l'article L. 1411-3 du Code général des collectivités territoriales, en application de la loi numéro 2002-1 du 2 janvier 2002, oblige les concessionnaires à produire chaque année un rapport permettant aux collectivités délégantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Dès la réception de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil municipal. Les rapports d'activité 2019 suivants vous ont été communiqués. Le rapport d'activité de l'entreprise Fréry, concessionnaire du camping, et le rapport d'activité de la société Monève, concessionnaire pour la foire exposition. Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de la communication de ces rapports. Merci. Y a-t-il des remarques ou des questions ? Je n'en vois pas, mais procédons au vote. Y a-t-il des abstentions ? Dominique Larduna 2. Y a-t-il des votes contre ? Merci. Rapport numéro 24. Jean-Claude Launay. Si c'était acté, bon, c'est pareil. Il n'y a pas de souci dans ce sens-là. Merci. Rapport numéro 24. Règlement budgétaire et financier. Conformément au Code général des collectivités territoriales et aux dispositions relatives à l'adoption des budgets des communes figurant aux articles L. 2311-1 à L. 2311-7 et L. 2313-1 à L. 2313-2, le règlement budgétaire et financier est obligatoire pour les départements et les régions et seulement recommandé pour les communes. La commune de Saint-Amand est régie par la nomenclature M57 depuis le 1er janvier 2020.
Cette nomenclature transpose aux communes une large part des règles budgétaires et comptables applicables aux métropoles, régions et départements. Parmi ces règles figure la recommandation de se doter d'un règlement budgétaire et financier. Le règlement budgétaire et financier a pour objectif essentiel de clarifier et partager un ensemble de règles dans le domaine financier. Il fixe les règles de gestion applicables à la commune pour la préparation et l'exécution du budget, la gestion pluriannuelle et financière des crédits et l'information des élus. Le règlement budgétaire et financier est adopté par l'Assemblée délibérante et peut faire l'objet de modifications ultérieures par délibération. Il est proposé au Conseil municipal d'adopter le règlement budgétaire et financier, de préciser que ce règlement budgétaire et financier s'appliquera au budget suivant: budget principal ville, budget annexe camping, budget annexe cinéma. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document s'y rapportant. Très bien. La nomenclature M57 remplace la M14. Y a-t-il des questions? Des remarques? Non. Nous procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Rapport numéro 25, Jean-Claude Launay. Oui. Modalité de gestion des amortissements en M57. L'amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Suite au passage à la nomenclature budgétaire et comptable M57, le conseil municipal doit délibérer sur les règles de gestion en matière d'amortissement. L'article R 2321-1 du Code général des collectivités territoriales prescrit pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants la liste détaillée des immobilisations assujetties à l'amortissement. Les biens meubles, les biens immeubles productifs de revenus, sauf s'ils sont affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif, les immobilisations incorporelles, autres que les frais d'études et d'insertion suivis de réalisation. Les durées d'amortissement des immobilisations sont fixées pour chaque bien ou catégorie de biens par délibération du conseil municipal, à l'exception toutefois des frais relatifs aux documents d'urbanisme mentionnés à l'article L 132-15 qui sont amortis pour une durée maximale de 10 ans. Des frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de 5 ans. Des frais de recherche et de développement qui sont amortis pour une durée maximale de 5 ans. Des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur leur durée effective d'utilisation si elle est plus brève. Des subventions d'équipement versées qui sont amorties sur les durées maximales suivantes. 5 ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études. 15 ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations. 30 ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructures d'intérêt national. 5 ans pour les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories. Pour les autres biens ou catégories de biens, il est proposé les durées d'amortissement présentées dans le tableau qui vous a été adressé. Il est demandé au conseil municipal, à compter de l'exercice 2020 pour le budget principal ville et ses budgets annexes, camping et cinéma, d'adopter les durées d'amortissement telles que présentées ci-dessus pour les immobilisations acquises, d'adopter la règle dérogatoire du calcul des amortissements sur le mode linéaire des immobilisations acquises, d'appliquer la méthode de comptabilisation par composant pour distinguer les éléments constitutifs d'une immobilisation corporelle dont le rythme de renouvellement est différent, de fixer un seuil de biens de faible valeur à amortir sur un an à 800 € TTC,
de sortir de l'inventaire comptable, de l'état de l'actif et du bilan, les biens de faible valeur dès qu'ils ont été intégralement amortis. Merci. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je n'en vois pas. Nous procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non, je vous remercie. Rapport numéro 26, Jean-Claude. Mise en place de la fongibilité des crédits en section de fonctionnement. L'instruction comptable et budgétaire M57 permet de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu'elle offre au conseil municipal le pouvoir de déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de la section de fonctionnement. Article L. 5217-10-6 du Code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, le maire informe l'Assemblée délibérante des mouvements de crédit opérés lors de sa plus proche séance. Un tableau retraçant précisément ces mouvements est présenté au conseil municipal dans les mêmes conditions que la revue de détail des décisions prises dans le cadre de l'article L. 2122-22 du CGCT. Il est proposé au conseil municipal, à compter de l'exercice 2020, pour le budget principal ville et les budgets annexes camping et cinéma, d'autoriser monsieur le maire à procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de la section de fonctionnement. D'autoriser monsieur le maire à signer tout document s'y rapportant. Bien, vous l'avez compris, c'est sauf le 012. Y a-t-il des questions ou des remarques? Je n'en vois pas. Procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non, merci. Rapport numéro 27. Choix du régime de provision pour risques et charges. Suite au passage à la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2020, la collectivité doit délibérer sur le choix du régime des prévisions. De provision. Pour rappel, la constitution de provision comptable est une dépense obligatoire pour les communes. Son champ d'application est précisé par l'article L. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales. Provision obligatoire. Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune. Une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru. Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre 6 du Code du commerce, une provision est constituée pour les garanties d'emprunt, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordées par la commune à l'organisme faisant l'objet de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la participation estimée par la commune. La provision pour participation prend également en compte le risque de comblement de passifs de l'organisme. Pour les garanties d'emprunt, la provision est constituée à hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget de la commune en fonction du risque financier encouru. Créance irrécouvrable. Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis, malgré les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d'information communiqués par le comptable public. En cas de mise en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Provision facultative. En dehors des cas cités ci-dessus, la commune peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré. Un état des provisions constitué pour risques et charges sera annexé au budget primitif et fera l'objet d'une délibération distincte. Il est proposé au conseil municipal d'opter pour le régime de provision semi-budgétaire, d'autoriser monsieur le maire à signer tout document s'y rapportant. Bien, le prochain conseil municipal, nous délibérerons sur les provisions des sommes constituées. Y a-t-il des questions, des remarques?
Je n'en vois pas. Nous procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non, merci. Rapport numéro 28. Lionel Delhomme. Monsieur le maire, en accord avec le maire adjoint, c'est donc Raphaël qui va présenter ce dossier. Avec plaisir. Tarifs communaux 2020 additifs. Donc, le Festival de la Magie fêtera ses 10 ans en 2020. Une nouvelle formule donc, est proposée au public, supposant la mise en place de nouveaux tarifs. Donc, le concours national de magie Les Magiciens d'Or, avec cette année en point d'orgue Team Silver en invité vedette. Donc, les tarifs sont les suivants. Adultes, 16 €. Enfants de 3 à 12 ans, 8 €. Pour le gala de prestige, adultes, 24 €. Enfants de 3 à 12 ans, 8 €. Le pass festival, concours plus gala adulte, 35 €. Le pass festival, concours plus gala enfants de 3 à 12 ans, 10 €. Les ateliers magie enfants seront à 5 €. Il est demandé au conseil municipal de valider ces tarifs. Très bien. Le Festival de la Magie, ce sera les 6, 7 et 8 novembre. Novembre prochain. Très bien. On a une augmentation parce qu'il y a une particularité pour ce spectacle. Oui, l'augmentation de 4 €, donc la version adulte qui passe de 12 à 16, donc 4 €, c'est pour le numéro de Team Silver. Donc c'est quand même une pointure en termes de magie. Cette année, justement pour les 10 ans, on a voulu quelque chose de fort et de médiatiquement porteur. Donc voilà, c'est un numéro spectaculaire de 30 minutes. Habituellement, il y avait uniquement les lauréats qui participaient. L'an dernier, il y avait Gérard Majax en maître de cérémonie. Mais là, le niveau est quand même nettement supérieur, donc avec l'intervention de Team Silver. Donc ce qui induit cette augmentation. Il faut noter aussi que les passes festivals ont diminué par rapport à l'an passé en termes de montant. Merci Raphaël. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je n'en vois pas. Nous procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non, merci. Rapport numéro 29, Sophie Cuinière. Modalité de remboursement pour l'ALSH, c'est-à-dire l'accueil de loisirs sans hébergement, la garderie périscolaire et la restauration scolaire. Du fait de la crise sanitaire liée au coronavirus, le Covid-19, l'ensemble des services scolaires, centres de loisirs, garderies périscolaires et cantines a été fermé à compter du 17 mars 2020. Les familles procèdent à un prépaiement au sein du guichet unique pour bénéficier de ces services. Or, les enfants n'ont pas pu être accueillis du fait de la fermeture de ceux-ci. Certaines familles, n'étant pas amenées à utiliser ces services à compter de la prochaine rentrée scolaire, il convient de les rembourser. Seront donc bénéficiaires d'un remboursement les familles dont l'enfant est en CM2 et passera en 6e à la prochaine rentrée, ou en cas de déménagement en dehors de Saint-Amand-Montrond. À noter que ces familles seront remboursées sur la base du solde financier non consommé. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les modalités de remboursement présentées ci-dessus et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents s'y rapportant. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je n'en vois pas. Nous procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non, merci. Rapport numéro 30, Malika Lacha. Garantie d'emprunt, réhabilitation de 20 logements clos, les Grands Jardins. La SA HLM France-Loire a obtenu de la Caisse des dépôts et consignations la décision de financement d'un montant de 832 054 € pour la réhabilitation de 20 logements clos, les Grands Jardins situés 2 à 12 rue Coste-les-Bellontes, 244 à 340 rue des Grands Villages et 1 à 12 rue Louis Broguet à Saint-Amand-Montrond. Suite à la procédure mise en place par la Caisse des dépôts, la SAHLM France-Loire sollicite la ville de Saint-Amand-Montrond et le conseil départemental du Cher afin que chacune de ces collectivités garantisse cet emprunt à hauteur de 50% du montant. À conséquence, la ville de Saint-Amand-Montrond est appelée à délibérer en vue d'apporter sa garantie dans les conditions fixées ci-dessous. Article 1.
L'Assemblée délibérante de la ville de Saint-Amand-Montrond accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un prêt d'un montant de 832 054 € souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt numéro 106-846 constitué de 3 lignes de prêt. Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. Article 2. La garantie est apportée aux conditions suivantes. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues à l'emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Article 3. Le conseil municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur cette demande de garantie sollicitée. Bien, y a-t-il des remarques ou des questions? Je n'en vois pas. Nous procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non, merci. Rapport numéro 31, Jean-Claude. Débat d'orientation budgétaire 2020. Conformément au Code général des collectivités territoriales et aux articles L 2312-1, L 3312-1, L 5211-36, D 2312-3 et R 2313-8, D 3312-12 et R 3313-8, D 5211-18 1 et R 5211-41-1, conformément à la loi NOTRe numéro 2015-9991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment l'article 107 et les décrets d'application 2016-834 et 2016-841 qui imposent aux maires des communes de 3500 habitants et plus de présenter dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget un rapport sur les orientations budgétaires. Vous pouvez me faire grâce éventuellement de... Il s'agit pour le... Merci. Il s'agit pour le conseil municipal d'examiner l'évolution des dépenses et des recettes des sections de fonctionnement et d'investissement ainsi que la structure et la gestion de la dette. De discuter des grandes orientations budgétaires qui prévaudront dans l'élaboration du budget communal pour l'exercice 2020 et de rappeler la politique d'équipement de la ville. Ce rapport constitue la première étape du cycle budgétaire de la ville et donne lieu à un débat au conseil municipal. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport des orientations budgétaires pour l'exercice 2020, du budget principal et des budgets annexes, de prendre acte des éléments relatifs au rapport de règles d'or incorporés dans le rapport des orientations budgétaires. Alors, objectifs et obligations légales. Conformément à la loi NOTRe, conformément à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018-2022, oui, il s'agit pour le conseil municipal d'examiner l'évolution des dépenses et des recettes des sections de fonctionnement et d'investissement ainsi que la structure et la gestion de la dette, de discuter des grandes orientations budgétaires qui prévaudront dans l'élaboration du budget communal pour l'exercice 2020 et de rappeler la politique d'équipement de la ville. Ce rapport constitue la première étape du cycle budgétaire de la ville et il donne lieu à un débat au conseil municipal. Il doit faire l'objet d'un vote de l'organe délibérant. La loi de finances 2020 porte principalement sur la réorganisation de la fiscalité pour les collectivités. Elle acte la suppression de la taxe d'habitation
et s'oriente vers une relative stabilité en matière de dotation. Dans ce contexte, le législateur impose aux collectivités d'assurer un suivi des évolutions structurelles impactant leur budget. Renforcement des éléments composant le rapport d'orientation budgétaire, évolution des recettes et dépenses de fonctionnement, évolution des recettes et dépenses d'investissement, évolution de la structure des effectifs et des dépenses en personnel, évolution des données relatives au ratio de règle d'or, capacité d'autofinancement et encours de dette. De nouvelles mesures liées au bouleversement occasionné par la pandémie Covid-19 sont apportées par la loi de finances rectificative du 25 avril 2020 au profit des collectivités territoriales, à savoir l'exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires, l'application du taux réduit à 5,5% à la place du taux normal de 20% de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'achat de masques, de tenues de protection adaptées, gants sur blouse, Charlotte, et de produits destinés à l'hygiène corporelle et à la lutte contre la propagation du virus. Alors, section de fonctionnement, dans les grands titres, charges à caractère général, 3 104 144. Charges de personnel, 8 343 041. Autres charges de gestion courante, 1 486 780. Charges exceptionnelles dont subvention aux concessionnaires, 379 416. Total dépenses réelles de fonctionnement, 14 496 237. Concernant les charges à caractère général, qui sont le fonctionnement des services, chapitre 11. Les services municipaux ont engagé des efforts constants en vue de diminuer les dépenses de fonctionnement tout en maintenant l'offre de services actuelle. Il est constaté une baisse des dépenses de fonctionnement d'environ 595 958, soit une baisse d'environ 16% au détriment de l'entretien des bâtiments communaux et de leur installation, chaudière, toiture. Grâce aux efforts consentis par les services, le niveau de charge à caractère général a été maîtrisé entre 2018 et 2019, malgré l'accueil d'événements d'envergure. Journée napoléonienne, 26e rencontre nationale des 2 chevaux. Les charges de personnel, chapitre 12. Les charges de personnel constituent le poste de dépense le plus important du budget de fonctionnement, avec 8 343 041,45 de dépenses en 2019. Les effectifs. L'effectif au 31 décembre 2019 était de 240 agents, soit une baisse de 9 agents par rapport à 2018. On peut tourner. Alors, les charges. En bas, page 4 sur 12. Les charges. Les charges patronales sur 2020 seront stables. Pas d'évolution des taux de cotisation. Page 5 sur 12. Les autres charges de gestion courante. Chapitre 65. Ce chapitre comporte en grande partie les dépenses obligatoires, à savoir les contributions et participations aux différentes structures auxquelles est rattachée la ville, ainsi qu'aux différents syndicats auxquels elle adhère. Il comporte également les subventions aux associations. Et bien que les subventions allouées aient été revues à la baisse, la municipalité a globalement répondu favorablement aux demandes des associations, notamment concernant des imprévus ou des événements marquants, tout en veillant à maîtriser ce poste de dépense. À noter qu'une étude des dossiers est réalisée et surtout sera réalisée afin de mesurer la capacité d'autofinancement de chaque association. La collectivité a engagé des efforts constants tout au long du mandat en vue de diminuer les charges de gestion courante. Les charges exceptionnelles, alors dans la diminution des charges de gestion courante, on peut noter que
La subvention donc au centre, le soutien au centre communal d'action sociale a été en baisse de 189 500 €, donc en 2018, il me semble. Les charges exceptionnelles, soit les charges spécifiques en M57. L'essentiel de la diminution constatée sur ce chapitre s'explique par le transfert du centre balnéoludique auprès de la communauté de communes Cœur de France. Transfert de la subvention aux concessionnaires. Donc. Alors, l'évolution de la dette. Le ratio de règle d'or, qui était monté en 2016 à 61 années, en fait, est descendu à 8 années 5. Ce qui veut dire qu'en fait, en 8 ans et demi, on peut rembourser la dette. Elle se maintient toujours à 1 800 € par habitant. Alors, je voudrais dire que les chiffres sont peut-être pas les mêmes que l'on a vu et ce qu'on a écouté, pour la bonne raison que la collectivité a choisi d'intégrer dans le calcul de la dette, donc en moins, le fonds de soutien. C'est une possibilité qui est accordée et elle le fait. Et le fonds de soutien, en fait, se monte, la créance se monte à peu près à 3 millions de francs. 3 millions d'euros, pardon. Non, c'est sûr. 3 millions d'euros, et qui va être payé sur 9 ans. Donc, ce qui représente à peu près 320 000 € par an. Mais on déduit quand même l'intégralité de la créance. Voilà. Ça, c'est les petites différences. Donc, la section d'investissement, état des dépenses et orientation 2020. En 2019, les dépenses d'équipement se sont élevées à 1 350 232 €. Bien que la ville soit déjà dotée d'équipements structurants très importants, le souhait de l'équipe municipale est de poursuivre les investissements pour maintenir les services et activités proposés aux habitants et soutenir l'activité des entreprises locales. Donc, vous avez en page 11 sur 12 la liste des investissements, liste non investissement 2019, liste non exhaustive. Comme chaque année, du matériel a été acheté pour les différents services, logiciels, matériel informatique, mobilier, matériel divers. L'orientation 2020, les principaux projets seront les suivants. Fonds de concours à la communauté de communes pour prise en charge de la réfection de la rue Guillon. Études et travaux concernant la création d'une restauration scolaire à Malard. Maître d'œuvre concernant la réfection du cours Manuel. Investissement dans les bâtiments, chaudières, toitures, travaux de mise en norme aux termes de sécurité, réfection des sanitaires et remplacement des hôtes de Samexpo. Relevage de l'orgue, acquisition d'engins et d'équipements, tracteurs et pareuses, chariots élévateurs et véhicules légers. Poursuite de la relève de concessions et création d'un ossuaire. Renouvellement des logiciels et licences et acquisition de petits matériels. L'inscription budgétaire 2020 devrait être de l'ordre de 1 500 000 €. Pour les budgets annexes, donc budget camping, section d'investissement, dépenses 23 696,35 €, recettes 4 707 €. Pour 2020, des investissements seront engagés en vue de finaliser la mise aux normes complète des installations électriques. Budget cinéma, dépenses 0, recettes 9 530. En réponse à la demande du concessionnaire dans le cadre du dernier avis d'appel à la concurrence, le compte de soutien TSA, taxe audiovisuelle, a été délégué à Cinéode à compter du 1er janvier 2019.
Aussi, le concessionnaire engagera les dépenses d'équipement matériel et bénéficiera en parallèle d'un soutien financier de l'ordre de 90% via le fonds TSA. Pour ce qui concerne les dépenses liées à la rénovation et l'entretien du bâtiment, la ville pourra continuer à apporter son concours. Donc, je reviens sur le ratio de la règle d'or et le rapport entre l'encours de la dette et la capacité d'autofinancement, CAF brut de l'exercice écoulé. Calcul du ratio de règle d'or, encours de la dette 18 403, donc on peut rajouter les 3 millions. CAF brut 2 158 394, donc on a un ratio de 8,5 donc année. Voilà. Merci Jean-Claude. Y a-t-il des remarques et des questions ou des questions? Dominique, pardon, excuse-moi Marie. Merci. Concernant ce rapport d'orientation budgétaire, nous ne sommes pas favorables aux orientations préconisées lors de cette présentation 2020 pour plusieurs raisons non exhaustives. Je prendrai juste les plus marquantes. Le rapport d'orientation budgétaire est issu de la loi NOTRe de 2015 qui, sans vouloir rentrer dans le détail, prévoit notamment le transfert de responsabilité des communes vers les communautés de communes et des départements vers les régions, éloignant encore un peu plus les populations des lieux de décision. Comme cela est également présenté, le rapport d'orientation budgétaire et la loi de programmation des finances publiques imposent l'austérité avec le ratio de la règle d'or, la baisse de la dotation globale financière, cette baisse qui est de 734 000 €, un peu plus, entre 2014 et 2019, la suppression de la taxe d'habitation sans véritable compensation. Ceci dit, ce sont là des mesures légales qui s'appliquent à tous. En revanche, d'autres mesures locales vont alourdir ou ont déjà alourdi les finances publiques et l'intérêt général des Saint-Amandois et Saint-Amandoises. On peut constater d'ailleurs dans le document en page 3 que la baisse des dépenses de fonctionnement s'est faite au détriment de l'entretien des bâtiments communaux et de leurs installations comme les chaudières et les toitures. Cela se concrétise aussi par la diminution du personnel municipal de 15 agents, soit 6% de l'effectif entre 2014 et 2019. L'héritage de la dette y est également pour quelque chose, malgré une légère diminution comme ça a été présenté. Cette dette ou cette diminution n'empêche pas de plomber durablement les finances de la ville. Cela a conduit la population saint-amandoise à passer sous le seuil des 10 000 habitants, abaissant encore un peu plus la dotation globale financière de 150 000 € pour 2020. Concernant les investissements 2020, nous regrettons l'orientation consistant à la mise en place d'une MSAP, maison de service au public, qui sera peut-être d'ailleurs transformée prochainement en maison France Service, risquant de diminuer un peu plus les services rendus à la population. En effet, cette structure, la maison de service au public, a pour vocation de remplacer à terme les services publics de l'État tels que la CPAM, la CARSAT ou Pôle emploi. Demain, ce pourra être la SNCF, la Poste, les impôts, la MSA, la liste n'est pas terminée, alourdissant encore les charges financières de la commune et des contribuables puisque ce seront des transferts de charges. Sur la Poste, j'alerte le conseil municipal de la direction de la Poste de supprimer les boîtes à lettres jaunes à Saint-Amand, environ 50%, et toujours le maintien de menaces de fermeture du bureau de poste du Vernet. En conclusion, nous avons besoin, en tout cas pour les deux voies que je représente, de rendre la ville attractive avec des orientations allant vers le mieux-disant et non le contraire. Cela passe notamment par une fiscalité efficace, des services publics défendus, un commerce de proximité renforcé, une proposition culturelle étendue et la liste n'est pas terminée. Je vous remercie. Merci Dominique. Marie ? Oui, donc je n'ai pas tout à fait la même approche que mon collègue par rapport à ce document. Je voulais surtout faire remarquer, et ça va concerner une partie du conseil municipal que nous avons représenté pendant 6 ans, en tout cas pour un certain nombre d'entre nous présents dans cette salle ce soir. Alors,
au cours de la campagne, il m'a été reproché de soutenir un bilan soi-disant hyper positif et tout. Je n'ai jamais dit ça, mais je constate effectivement qu'au vu des chiffres qui sont présentés, nous avons quand même réussi à diminuer la dette pendant 6 ans, même si effectivement c'est pas glorifiant, malgré la baisse du nombre d'habitants et malgré la baisse des dotations de l'État. Par ailleurs, je pense que pendant ces 6 années, nous avons continué à essayer d'investir au mieux pour la ville. Alors certes, je lis effectivement que certains choix de financement ont été au détriment de l'entretien des bâtiments communaux, certainement. Mais je tiens à rappeler aussi que, bon, on fait tous des choix. Le dernier conseil municipal a fait des choix qui n'ont peut-être pas été forcément judicieux. Peut-être que vous serez amené également à prendre des décisions qu'après ne s'avéreront pas judicieuses, mais à un moment donné, on prend tous des décisions que l'on croit être les bonnes à l'instant T et qui après ne s'avèrent pas forcément aussi bonnes qu'on l'aurait souhaité. Par contre, je tiens à préciser que toutes ces décisions, pendant 6 ans, nous les avons tous votées. En tout cas, la majorité présente du conseil municipal. Il aurait été de notre devoir, à ce moment-là, d'assumer nos opinions et de ne pas voter éventuellement tous les budgets sur lesquels nous étions contre. Nous ne l'avons pas fait. Donc je pense qu'à un moment donné, nous avons tous une responsabilité à assumer. Voilà. Donc je ne voterai pas contre et on ne s'abstiendra pas non plus, parce que je pense qu'il est important qu'une ville continue à investir. Alors vous ferez vos choix. Après, c'est votre conseil, donc vous ferez vos choix. J'espère qu'ils seront judicieux pour la ville de Saint-Amand. Mais voilà, je tenais quand même à préciser qu'effectivement, nous avons tous cautionné à un moment donné ces budgets. Voilà. Merci pour l'écoute. Merci Marie. Encore faut-il que nous ayons eu tous les éléments à l'époque pendant ces 6 années. Et là, maintenant, je me rends compte comment c'est fait. Le choix, nous le ferons ensemble. Il y a des groupes de travail que l'on va créer dans lesquels vous serez intégrés, les 2 groupes. Donc l'avenir de Saint-Amand est entre les mains des 29. Vous allez participer à cela. Il n'y a pas à voter, c'est juste prendre acte du rapport des orientations budgétaires et prendre acte des éléments relatifs au rapport de la règle d'or. Je vous remercie. Je peux rajouter quelque chose? Je peux rajouter. Jean-Claude ? Et c'est vrai, en fait, c'est vrai qu'il va falloir être très vigilant pour consolider cette capacité d'autofinancement qui va nous permettre justement de faire des investissements. Ces investissements devront être financés par des subventions, mais aussi par de faibles recours à l'emprunt. Voilà. Merci. Rapport numéro 32, Jean-Claude. Taux de la fiscalité locale directe pour 2020. Conformément au Code général des collectivités territoriales ainsi qu'au Code général des impôts, et notamment les articles L 2121-29, 1379, 1380, 1381, 1393, 1407 et suivants, et 1636 B sexise relatif aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition, le vote des taux doit obligatoirement faire l'objet d'une délibération spécifique et distincte du vote du budget. Il est proposé au conseil municipal de maintenir les taux d'imposition des 3 taxes locales et de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2020. Taxe d'habitation, 26,10%. Taxe sur le foncier bâti, 28,38%. Taxe sur le foncier non bâti, 59,20%. Cotisation foncière des entreprises, 25,44%. Merci. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je n'en vois pas. Nous procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Dominique 2. Y a-t-il des votes contre? Non. Je vous remercie. Tout le monde reste pour les signatures. Le prochain conseil municipal sera le 9 juillet. Sachez qu'il y aura aussi un conseil municipal le 10 juillet. Nous avons reçu une circulaire qui nous impose de faire un conseil municipal pour désigner les grands électeurs pour les sénatoriales. Donc, réservez vos 9 et 10 juillet. Merci.